Allez, reprise de cette émission sur l'Ukraine avec, je vous la montrais, cette image assez frappante, celle d'un sous-marin russe qui s'est montré à 100 km à peine des côtes bretonnes, qui a été escorté par la Marine nationale. Cette image, on en parle, on la décrypte avec nos invités, le général Vincent Desportes. Bonjour général. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau, ancien directeur de l'école de guerre, professeur des universités associées à Sciences Po. Christian Maigrelis avec nous également. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien conseiller de Gorbatchev, auteur du livre Le naufrage de l'Union soviétique, que je vais vous montrer ici aux éditions transcontinentales d'édition, qui est affiché à l'image. Merci. Et puis nous avons toujours Aileen Nebaï-Kremer qui est avec nous, cofondatrice du collectif Stand with Ukraine. Dans cette guerre, il y a donc la ligne de front visible et dont on vient de longuement parler dans ce club. Et puis il y a les aspects moins visibles, voire invisibles. Et c'est notamment, c'est censé être le cas des sous-marins. Eh bien, pour une fois, vous allez le voir, et on vient de la voir, cette image assez surprenante, un sous-marin russe à 100 km à peine des côtes bretonnes, de la pointe bretonne, dans le golfe de Gascogne. C'est la Marine nationale qui a diffusé l'image, la Marine nationale qui a repéré ce sous-marin parce qu'il est remonté à la surface pour une raison inconnue, vous le voyez ici, et qui a été escorté par notre marine, par la frégate multimission Normandie, basée à Brest. Alors c'est une image quand même qui est inhabituelle. Est-ce que la présence de ces sous-marins sous l'eau, elle, est inhabituelle, général? Alors, sous l'eau, nous n'en savons rien parce qu'il y en a et il est clair que la guerre sous-marine dure 24 heures sur 24 et tout le temps de manière à repérer les sous-marins et en particulier les sous-marins nucléaires. Vous savez que la force de dissuasion d'un pays aujourd'hui repose d'abord sur ses sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et que chaque nation cherche à percer les secrets des autres de manière à mettre à bas, si vous voulez, la capacité de frappe d'une autre nation. Donc il n'est pas rare que des bateaux russes naviguent évidemment en Méditerranée et naviguent en Atlantique. Ceci dit, là ça me paraît un tout petit peu près des côtes, mais nous sommes habitués à voir des chalutiers qui écoutent les communications, etc. Donc ça n'est pas extraordinaire. Ce qui est un peu surprenant, c'est qu'il soit remonté. Donc je pense qu'il avait un problème d'avarie et donc il a été raccompagné. Qu'est-ce qu'il vient chercher dans cette zone, ce sous-marin? Vous savez, il vient écouter et il vient chercher à comprendre quelles sont nos propres activités. Il y a une guerre que l'on voit sur le terrain et il y a une guerre que l'on ne voit pas. Il y a aussi une guerre qui s'étend à une guerre hybride et il est clair que la Russie est prête en permanence à élargir les domaines de la guerre et le domaine sous-marin est un domaine de la guerre. On l'a vu parfaitement lorsque les deux gazoducs de la mer Baltique, de Nord Stream 2, ont été sabotés. Oui, on va accueillir dans un instant Martin Motte, directeur d'études à l'Institut pratique des hautes études. Mais Christian Maigrelis, j'aimerais votre avis sur la présence de sous-marins et le fait qu'ils se montrent. On ne sait pas si c'est pour des raisons techniques ou si c'est pour des raisons peut-être d'intimidation, pour dire, voyez, nous sommes là, on n'est pas si loin de vous finalement. Moi, je pense que c'est l'intimidation. Je pense que c'est l'intimidation parce qu'un incident technique à cet endroit-là, c'est rare. C'est de l'intimidation. Ils voulaient montrer qu'ils avaient un sous-marin, que le sous-marin était au large de Brest. Et quand même, Brest, c'est notre grande base. L'île Longue, c'est notre grande base de sous-marins. C'est de là que les sous-marins partent, c'est là qu'ils rentrent. Et il y a toujours des gens qui sont là pour signaler la sortie et l'entrée de nos sous-marins. Ils peuvent être russes, ils peuvent être chinois, ils peuvent être américains, ils peuvent être anglais, mais il y a toujours quelqu'un qui guette la sortie et le retour de nos sous-marins qui partent pour plusieurs mois parfois. Donc qu'il y ait un sous-marin russe là, ça me paraît normal presque. Qui se montre, ça, c'est de la communication. Voilà. Ils voulaient simplement qu'il y ait la photo dans le journal, que tous les Français voient, que le sous-marin, il n'était pas loin, et que si les Français ne sont pas gentils, voilà. Oui. Alors, on vous accueille, Martin Motte. Bonjour, vous êtes directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Est-ce que vous partagez ce qui est dit en plateau, le fait que la présence de sous-marins n'a absolument rien de surprenant? Ce qui est notable, c'est qu'il se montre. Alors, c'est un sous-marin qui, disons, selon les informations dont je dispose, viendrait de la base de Tartus. C'est la base que les Russes ont sur la côte syrienne. Donc, comme c'est un sous-marin diesel électrique, c'est pas un sous-marin à propulsion nucléaire à ma connaissance, donc ça veut dire que son autonomie est limitée, et par conséquent, s'il est parti de Tartus, ça veut dire qu'il va probablement se rendre dans un chantier naval en Russie. Donc le plus probable, c'est qu'il s'agit d'un transit pour des raisons de maintenance.
Et alors, le fait qu'il fasse surface, pour un sous-marin diesel électrique, ça arrive, hein, il faut renouveler l'oxygène, ça peut tout à fait arriver qu'un sous-marin diesel électrique se mette en surface. Bon, après que les Russes en aient profité pour donner un message, ça c'est tout à fait possible, ils ont pu vouloir joindre l'utile à l'agréable, si vous me passez l'expression. Mais l'hypothèse là quand même la plus probable, c'est que c'est un transit logistique qui regagne un chantier de maintenance en Russie du Nord, pour la simple et bonne raison qu'il ne peut pas aller réparer dans les bases qu'ils ont en mer Noire, puisque en temps de guerre, on ne peut pas passer librement les détroits de la mer Noire. Alors ça c'est pour effectivement notre petite enquête de plateau pour savoir ce qui s'est passé. Mais bon, plus largement, il se passe des choses sous l'océan dont on parle rarement parce qu'elles ne se voient pas par définition effectivement. Qu'est-ce qui se passe en matière de renseignement? Comment fonctionne ce sous-marin? Quel est son itinéraire? Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il récolte comme informations qui sont utiles ou non dans ce conflit, notamment dans le conflit russo-ukrainien? Alors, ce que vient de dire Martin Motte nous est clair. Il nous dit qu'il est en transit, c'est Oui. tout à fait possible, qu'il est basé à Tartous, c'est-à-dire en Syrie, et c'est tout à fait possible. Maintenant, tout militaire est toujours un agent de renseignement, donc quand il avance, il essaye de se renseigner. Donc là, il est en surface, donc il peut écouter, il a des moyens d'écoute qui lui permettent d'écouter les différentes communications. Tout ça, encore une fois, il n'y a rien de surprenant dans cette affaire-là. Et tout peut être compris. Est-ce que c'est un message? Est-ce que c'est une avarie? Est-ce que c'est le seul besoin pour un... Et c'est vrai que les sous-marins diesel ont besoin de faire surface régulièrement. Tout est possible. Effectivement, Martin Motte, c'est une guerre de renseignement qui se mène aussi, bien sûr, dans ce conflit. Alors, le sous-marin, dans ce contexte, qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'il apporte à l'armée russe? Et à quel point, nous, notre marine, notamment aussi, s'en méfie-t-elle? Alors, ce qu'il apporte à l'armée russe, surtout depuis la destruction du croiseur Moskva par les missiles et les drones ukrainiens, c'est évidemment la discrétion. Parce que pour l'instant, les Ukrainiens n'ont pas de moyens, ou en tout cas pas de moyens avérés d'action contre les sous-marins. Alors qu'on a vu leur efficacité contre les navires de surface. Donc les Russes misent de plus en plus sur les sous-marins. Concrètement, depuis la destruction du Moskva, ils ne peuvent plus faire de patrouille à proximité d'Odessa, alors que c'était ce qu'ils ont fait constamment au début du conflit, à l'époque où ils s'étaient emparés de l'île des Serpents. À partir du moment où ils n'ont plus l'île des Serpents, plus de points d'appui, plus de couverture antiaérienne qui était assurée par des missiles à l'île des Serpents, ils ne peuvent plus mettre de bâtiments de surface devant Odessa. Ils ne peuvent plus mettre que des sous-marins. Et donc les sous-marins font à la fois de l'espionnage et parfois encore du tir de missiles sur des objectifs ukrainiens. Donc les sous-marins sont devenus d'autant plus importants que maintenant, il est clair que les bâtiments de surface russes sont menacés. D'ailleurs, même les sous-marins sont menacés quand ils sont à quai, puisque apparemment, les sous-marins russes qui étaient basés à Odessa, ils ont été transférés justement à Novorossiysk. Je dis justement parce que c'est le nom de ce sous-marin qui a été aperçu, semble-t-il, dans le golfe de Gascogne. Et quant à ce qui est de la marine française, évidemment, elle doit s'en méfier, et évidemment, elle les piste, et la meilleure preuve, c'est que les images que nous avons, elles sont dues à la marine nationale. Ouais, c'est intéressant d'ailleurs que la marine communique là-dessus. Alors, nous, nos forces en termes de sous-marins, on a des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, des sous-marins nucléaires d'attaque. Est-ce qu'on sait aujourd'hui de quelle façon ils sont mobilisés dans ce conflit? Écoutez, les choses sont claires. Les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins font leur métier. C'est-à-dire qu'à l'heure où nous parlons, nous avons un ou deux sous-marins qui est quelque part dans un océan lequel on ne le connaît pas et qui est prêt à chaque instant à délivrer son feu mégatonique sur une ville de Russie actuellement, puisque c'est la cible possible. Ça fait partie de la dissuasion Non, nucléaire. C'est l'outil majeur de dissuasion. Aujourd'hui, un sous-marin à la mer, un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, n'est pas détectable. C'est-à-dire que s'il venait à M. Poutine l'idée parfaitement stupide et suicidaire de tirer nucléaire sur une ville française, il est sûr que dans le quart d'heure, Moscou serait détruit à partir de missiles qui seraient lancés par ces sous-marins. Et je rappelle que c'est une grande force de la France d'avoir une force nucléaire autonome et donc de représenter pour M. Poutine une inconnue et un danger particulier par rapport aux Américains et aux Anglais. Les autres sous-marins sont des sous-marins nucléaires de recherche, d'attaque. C'est des sous-marins dont le métier est essentiellement d'abord de pister les autres sous-marins, de pister les autres sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, et puis de faire leur travail de sous-marin, c'est-à-dire éventuellement, comme nos sous-marins sont équipés, lancer des missiles de croisière vers la Terre, ou bien, et c'est le métier fondamental du sous-marin, couler
couler les autres navires. On a eu 2 grandes batailles sous-marines dans l'histoire. La bataille, une dans l'Atlantique, quand il a fallu que les Américains gagnent la bataille de l'Atlantique entre 42 et 44, et puis dans le Pacifique, quand l'amiral Nimitz et le général MacArthur sont remontés vers le Japon en détruisant petit à petit la flotte japonaise. Alors vous parliez de cette dissuasion nucléaire côté français, évidemment c'est la même chose de l'autre côté. On avait vu ces images du Belgorod cet été, l'armée russe qui vient de se doter, qui en avait fait abondamment la publicité d'un sous-marin présenté comme hors norme. C'était bien sûr aussi là une forme d'intimidation. Bien sûr, mais c'est aussi un progrès technologique. Si ce sous-marin marche, c'est bien pour eux, c'est mal pour nous. Aline Aubal-Crémer, ça vous inspire quoi, la présence de ce sous-marin russe à quelques dizaines de kilomètres des côtes françaises? Je ne suis pas experte. Oui, on vient d'entendre effectivement les experts, mais en tant que représentant de Je ne peux pas m'empêcher de penser, comme vous, monsieur, que la séquence n'est pas complètement anodine dans l'agenda du moment. Je pense qu'il y a éventuellement un message, mais c'est une supposition. Mais on les connaît aussi et on sait que ce genre d'image spectaculaire est rarement le fruit du hasard et qu'il y a sûrement une volonté de communication derrière tout ça du Kremlin, d'expliquer qu'ils sont aussi, hypothèse 1, sous la mer, en action, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'ils nous écoutent. Allez, on vous remercie beaucoup. Merci Martin Motte, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, d'avoir décrypté ces images avec nous. Merci beaucoup. Restez avec nous parce que dans un instant, c'est pas sous les océans qu'on va se rendre, mais dans l'espace. C'est de l'espace que vient aujourd'hui le réseau Internet qui permet notamment à l'armée ukrainienne de se coordonner, de faire voler ses drones, et on connaît leur importance cruciale dans ces combats. Eh bien, l'Ukraine vient de se mettre à dos Elon Musk. Et Elon Musk, le milliardaire américain, a déclaré qu'il ne voulait plus financer ce système. Alors quelle suite pour Starlink? On en parle dans un instant. Votre programme avec une équipe de professionnels engagés sur le terrain. Pour vous, avec vous, proche de vous. Groupement national des agents Citroën. Votre programme avec Floa. Mini prêt ou paiement en plusieurs fois. Avec Floa, c'est aussi simple que ça. Floa, simplifier la banque pour faciliter la vie. Nuit sous la couette ou nuit aux toilettes? No Problémol. Prostamol contribue au maintien de la fonction urinaire normale. À prendre pendant 3 mois. Prostamol, No Problémol. Complice. Meilleur amant. Meilleur ami. En un mot, c'est toi. Hybride par nature. Renault Arcana. Renault Arcana E-Tech Full Hybride Fast Track, encore plus équipé et disponible sous 30 jours. À découvrir pendant les journées portes ouvertes du 13 au 17 octobre. L'épaule de Jacques, elle est née le 8 mars 57. Elle a vécu une tendre enfance. Et en 76, au tournoi de Carnac, clac, attelle, rééducation, tout le tintouin. 2 ans après, elle portait le petit Benoît, 3 kilos d'amour. L'année dernière, pour sa retraite, le rock avec Marie, ça a fait boum, fracture. Alors même si elle n'a plus 20 ans, elle a encore plein de choses à vivre. Heureusement, elle s'appuie sur Via Santé, une mutuelle qui rembourse ses frais de santé quand elle en a besoin. Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Pour les enfants et ceux qui le sont restés. Vivez un moment Happy Meal en famille, en collectionnant et en s'amusant avec les cartes Pokémon. Écoutez voir vous présente la collection de lunettes Juste. Des lunettes fabriquées dans des matériaux plus respectueux de l'environnement, avec une sélection de modèles Origine France garantie, et dont les bénéfices sont réinvestis dans l'économie sociale et solidaire. Lunettes Juste, les lunettes qui ne sont pas juste belles. Écoutez voir, optique et audition mutualiste, dispositif médical. Pour les petits malins. Pour les gros malins. Aussi pour les bienfaiteurs et les baroudeurs. Les avant-gardistes ou les anticonformistes. Gamme Honda 100% hybride ou électrique, pour vous aussi. Et pour les plus rusés, Honda rachète votre véhicule, toutes marques confondues. Rendez-vous sur honda.fr pour en savoir plus.
Mettre en place un réseau de spécialistes qui permet d'innover sans avoir à s'exiler. C'est ça, construire dans un monde qui bouge. CIC. Dans la vie, il y a différentes façons de dire au revoir. Il y a les au revoir réconfortants, les déchirants, les au revoir de loin, de près, et ceux qui restent gravés à tout jamais. Et puis, il y a le dernier au revoir. Que faire quand un décès survient? Qui contacter? Appelez le 3012, une équipe urgence décès PFG vous prend en charge immédiatement de jour comme de nuit. Urgence décès 3012, un service PFG. Dans la vie, il y a différentes façons de dire au revoir. Il y a les au revoir réconfortants, les déchirants, les au revoir de loin, de près, et ceux qui restent gravés à tout jamais. Et puis, il y a le dernier au revoir. Que faire quand un décès survient? Qui contacter? Appelez le 3012, une équipe urgence décès PFG vous prend en charge immédiatement de jour comme de nuit. Urgence décès 3012, un service PFG. Une croisière? On n'est pas Crésus, nous. Mais ils n'ont peut-être jamais voyagé avec Costa. Costa. Believe your eyes. Hyundai agit en faveur d'un avenir plus durable. En route vers plus d'électrique. Comme vous au quotidien, Hyundai s'engage. Hyundai Tucson hybride rechargeable. Venez essayer Tucson hybride ou hybride rechargeable. Hyundai Tucson, à partir de 270 € par mois. On va régler ça une bonne fois pour toutes. Au fait, pour la fuite chez vous, vous pouvez aller sur mesdépanneurs.fr, les yeux fermés. Ah ok, merci beaucoup. Réparer, rénover, les yeux fermés avec mesdépanneurs.fr. Avant, on ne savait pas comment contribuer à la protection de l'environnement. Et là, on apprend quoi? Qu'on produit du gaz vert en France compatible avec toutes les chaudières. Fais-moi ça, s'il te plaît. Maintenant que je vous ai tout dit, je peux y aller? PG, les experts énergétiques dont on ne peut plus se passer. Profitez de la rentrée du chauffage et de remises exceptionnelles. On avait l'idée. Mais pour développer notre app, il nous fallait de la structure, un plan, du financement. Ouais, non. Et surtout, il nous fallait quelqu'un pour mettre le feu. Les experts comptables, des conseils qui mettent le feu. On imagine assez mal une vie sans bâtiment. Mais on peut facilement imaginer une carrière dans le bâtiment. Le bâtiment recrute dans plus de 35 métiers. Le bâtiment, des métiers qui vous construisent. Stressless réunit le design norvégien et l'innovation pour créer des fauteuils, des canapés et des chaises très confortables. Détendez-vous et profitez maintenant de 15% de réduction sur toute la collection Stressless. Rendez-vous en magasin. « 100% des marques que nous concevons sont engagées dans l'éco-conception à prix accessible. » Votre programme avec une équipe de professionnels engagés sur le terrain. Pour vous, avec vous, proche de vous. Groupement national des agents Citroën. Votre programme avec Floa. Mini prêt ou paiement en plusieurs fois. Avec Floa, c'est aussi simple que ça. Floa, simplifier la banque pour faciliter la vie. Ou à la fin. De retour sur le plateau de ce club très animé en samedi après-midi, on accueille un nouvel invité, Jean-Baptiste Noé. Bonjour. Bonjour à vous. Problème de taxi, on sait qu'on a des problèmes de carburant en France. Merci d'être là, docteur en histoire, rédacteur en chef de Conflit. 2023. Le déclin d'un monde. Le déclin d'un monde. On espère ne pas en arriver là, mais on parle bien sûr de ce conflit en plateau. Merci à vous d'être là. Après la guerre sous les océans qu'on vient d'évoquer, avec ce sous-marin russe qui a pointé le bout de son nez au large de nos côtes. La guerre dans l'espace. L'espace, pourquoi? Parce que c'est par là que transite le réseau satellite qui alimente aujourd'hui le réseau numérique de l'Ukraine. Tellement utile à l'armée ukrainienne, notamment pour diriger ses drones. Ce réseau, il s'appelle Starlink. Il est américain, il appartient au milliardaire et patron de SpaceX, cette compagnie qui lance des fusées dans l'espace et dont vous voyez les images ici, ce patron, donc Elon Musk, qui vient de dire au Pentagone qu'il ne souhaitait plus payer.
Ça fait depuis le début de l'invasion qu'il fournit en partie gracieusement ce service à l'Ukraine. Et voilà ce qu'il tweet, Elon Musk. SpaceX ne peut pas continuer à financer indéfiniment le système existant et envoyer des milliers de terminaux supplémentaires. Ce n'est pas raisonnable. Cette aide, elle lui aurait déjà coûté 80 millions de dollars à Elon Musk. Il estime son coût encore bien sûr à bien plus jusqu'à la fin de l'année. Alors le contexte de ce revirement, si c'en est un, c'est que le torchon brûle entre Elon Musk et les officiels ukrainiens depuis la proposition d'Elon Musk d'un référendum sur les territoires annexés par l'Ukraine. Il avait fait cette offre sur Twitter, référendum qui aurait lieu sous le contrôle de l'ONU. Et c'est là que l'ambassadeur ukrainien en Allemagne lui avait répondu ceci. Alors, je ne peux pas vous le dire. Alors, c'était censé être caché. Donc, pardonnez-nous effectivement pour. On est un peu dans l'émotion. Voilà, pour cette vulgarité. Mais bon, ça se passe de traduction. Ceci dit, si vous ne comprenez pas, ça veut dire allez vous faire voir, grosso modo. Est-ce que l'armée ukrainienne peut s'en sortir sans ce réseau? Et surtout, la première question, c'est est-ce que les Ukrainiens devraient peut-être parfois brider un petit peu plus leur communication? Aline Lebaille-Crémer. Il y a plusieurs points. Alors, brider la communication, je pense qu'il y a plein de façons de communiquer qu'on observe depuis des mois de la part des Ukrainiens. Il y a plusieurs prises de parole dans divers styles, mais d'une manière générale, ils s'en sortent pas si mal. Et en tout cas, ça fonctionne. Ce qu'Elon Musk aussi oublie de dire depuis plusieurs jours, c'est que effectivement, il a beaucoup aidé l'Ukraine sur les questions des satellites nécessaires à la communication, aux échanges Internet sur le front, etc., qui est vraiment un sujet important. Il oublie de dire toutefois que ce n'était pas que lui qui a payé. C'est aussi de l'argent public américain. Biden a alimenté aussi cette aide majeure. Donc finalement, Elon Musk est une sorte de soutien. C'était un héros qui s'est un peu cassé la figure, y compris parce qu'il mais lui aussi a envisagé la question des négociations. Donc il est un peu tabou pour vous, vraiment. C'est pas une histoire à partir du moment où on prononce ce mot, c'est une forme de non-recevoir pour la personne qui le prononce. Non, pas du tout. C'est expliquer qu'on ne peut pas demander humainement, moralement et stratégiquement aux gens de négocier avec leurs bourreaux. Les Ukrainiens ne veulent pas, et c'est surtout ça qu'il faut entendre, et ils n'ont pas dit avec la Russie de maintenant. Ils veulent battre Poutine et négocier plus tard, éventuellement. Et c'est Elon Musk, effectivement, qui disait, alors on pourrait peut-être arriver à un compromis, laisser la Crimée à la Russie. Alors ça, effectivement, ça n'est pas passé du tout. Mais aujourd'hui, c'est une réaction épidermique qui peut se comprendre, bien sûr, comme le dit Aline Lebaille-Crémer. Qui n'est pas que de l'émotion, de la morale, mais aussi stratégique. Parce qu'en fait, le Kremlin ne comprend que la force. À partir du moment où on envisage de base la question des négociations, en face, c'est une faiblesse. C'est interprété comme une faiblesse. Et il faut comprendre aussi l'état d'esprit et comment pense. Je persiste dans ma question. Est-ce que parfois, dans sa communication, Kiev et les responsables ukrainiens ont un peu le sang chaud et que parfois ça peut leur causer du tort? Starlink, c'est essentiel effectivement pour l'armée ukrainienne sur le terrain. Christian Maigrelis. Écoutez, depuis le début, la communication ukrainienne est excellente, mais évidemment, ils en rajoutent. Oui. C'est normal. Et dans le cas particulier de Musk, je crois qu'ils ont eu un peu le sang chaud, parce que Musk est quand même un personnage qui a la carrure d'un chef d'État, et on ne peut pas l'envoyer balader comme ça. Il a mis Starlink à disposition, il en a payé une bonne partie. Il faut que ça continue. Il n'a plus envie, il va repasser le bébé au Pentagone. Peut-être qu'il y arrivera, ça fait aussi partie de son jeu. Il ne peut pas perdre de l'argent sans arrêt. C'est peut-être une porte de sortie aussi pour lui. C'est un entrepreneur. Absolument, c'est un entrepreneur. Et après, le coup du proposer un référendum dans les territoires occupés, c'était de la blague, parce qu'il savait très bien que les Ukrainiens ne l'accepteraient pas. Ouais. Jean-Baptiste Noé, votre vision? Je trouve qu'il y a en fait un vrai sujet sur la diplomatie et la manière dont c'est mené. C'est-à-dire que faire de la diplomatie avec des tweets, faire cette sorte de petites phrases de collégiens où chacun se répond à l'autre, alors qu'on parle quand même de sujets sérieux. C'est une guerre, la diplomatie, c'est des choses sérieuses. Et en fait, aujourd'hui, on a deux problèmes en diplomatie. Le premier, c'est que les diplomates, voire même les ministres, sont court-circuités puisqu'on monte directement au chef d'État. Et on voit qu'il y a régulièrement des rencontres entre chefs d'État, Poutine, Erdogan et autres. Mais on se demande en fait à quoi servent les diplomates ou les ministres des Affaires étrangères.
ou alors on a des discussions de personnes secondaires entre elles à travers des tweets. C'est pas comme ça qu'on fait de la diplomatie. Et donc, comme on a supprimé la manière de faire de la diplomatie, c'est-à-dire avec des diplomates, avec des ministres, et ensuite avec des chefs d'État, on se retrouve avec des mots que les gens prononcent un peu à la va-vite. C'est aussi que ça ne se joue pas contre ministre des Affaires étrangères ou membre du gouvernement, puisqu'on a l'exemple type, Elon Musk, qui est un acteur dans ce conflit d'une certaine façon, puisqu'il a apporté son réseau, qui est un maître dans l'utilisation de Twitter, et qui impose aussi d'une certaine façon son mode de communication. Musk était un peu fantasque aussi. Alors, oui, très il a dit ça aujourd'hui, il peut peut-être dire autre chose dans 2 ou 3 jours, donc il faut aussi être prudent. Mais justement, si lui s'immisce dans ces débats-là, c'est que la structure diplomatique n'est plus capable de faire son office. Alors d'ailleurs, on a la réponse de Mikhail Podolyak à tous ces derniers événements. Nous trouverons une solution pour que Starlink continue à fonctionner. Nous espérons que la société fournisse une connexion stable jusqu'à la fin des négociations sur Twitter. Voilà, ça en revient à ce que vous disiez. Ça, c'est pas propre aux Ukrainiens. Bien sûr que non. Non Oui, plus, bien sûr que excusez-moi. non. Mais par ailleurs, je voulais juste noter que parce que Volodymyr Zelensky avait répondu dans d'autres termes. Oui. Pardon, le tweet était, certes, c'est beaucoup sur Twitter, parce qu'on parle aussi de quelqu'un qui est dans un bunker et qui ne peut pas se déplacer, accessoirement. Donc, il y a quand même ça qui se joue en matière de communication et de diplomatie. Voilà, je n'ai plus exactement la phrase, mais c'était pas du tout ces mots-là. Allez, Jean-Luc d'Auvergne, on vous accueille à distance. Bonjour, merci d'être